France 24 et RFI présentent Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe, une émission qui vous est proposée par France 24 et Radio France Internationale. Alors on s'est beaucoup plaint au cours des précédentes interviews du décrochage économique de l'Europe par rapport aux autres puissances, singulièrement la Chine et les États-Unis. Mais penchons-nous sur les moyens d'y remédier et cela passe par une montée en puissance des compétences des Européens dans un monde et un marché du travail plus harmonieux et efficace. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir la vice-présidente exécutive de la Commission européenne, la Roumaine Roxana Mizatu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécifiquement en charge des personnes, des compétences qui incluent le domaine de l'éducation, des emplois de qualité et des droits sociaux. Vous avez été élue en 2016 à la Chambre des députés de Roumanie pour le Parti social-démocrate. Vous avez un temps géré d'ailleurs les fonds européens. L'emploi, il a tout de même progressé dans l'Union européenne. Il y a eu des grands plans de relance, ça a fonctionné puisqu'on est maintenant à 13 millions de personnes au chômage au sein des 27, soit un taux de chômage bas historiquement de 5,8%. En France, c'est 7,3%. Les Européens sont tout de même inquiets pour leur avenir. Il y a un décalage peut-être. C'est vrai parce qu'on regarde aussi le coût de la vie, le coût du logement, des choses qu'ils ont besoin tous les jours. Et maintenant, on a des emplois, c'est vrai, mais on doit se demander s'ils sont d'emplois de qualité. Parce que dans le même temps qu'on a un résultat très, très encourageant, je dis, sur le niveau de personnes qui sont employées, on regarde, on voit que la pauvreté est malheureusement plus sérieuse. Et alors, on doit penser comment faire qu'un emploi offre les ressources nécessaires à une personne pour pouvoir payer tout ce qu'elle ou lui a besoin et encore pour pouvoir épargner et tout ça. Et sur mon portefeuille et mon rôle dans la Commission européenne, c'est aussi de travailler avec les partenaires sociaux, les employeurs et les syndicats aussi, de prendre les mesures nécessaires au niveau européen pour pouvoir soutenir d'emplois de qualité dans tous les secteurs. On parle de secteur d'industrie, du transport, par exemple. En transport, on a des types d'emplois où on a des déficits des compagnies qui ne trouvent pas de chauffeurs, par exemple, parce que les conditions de travail ne sont toujours ce qu'ils veulent. On a des secteurs comme le secteur des professeurs ou le secteur secteurs sociaux où les femmes sont les plus présentes, où les salaires sont plus précaires. On doit aussi discuter, on doit identifier les mesures nécessaires. Et le chômage des jeunes aussi qui reste assez élevé, 15%, c'est 2 fois plus que l'ensemble des travailleurs. Pourquoi cette difficulté à intégrer les nouvelles générations en Europe? On a investi des fonds européens, mais ce n'est pas suffisant. On regarde maintenant que le niveau de compétences des plus jeunes générations n'est pas le même que les générations anciennes. Ça se passe parce qu'on a des problèmes aussi avec les nouvelles technologies, avec le fait qu'on n'a pas des professeurs suffisants, des enseignants suffisants. Et ça, c'est un problème qui existe presque dans tous les pays européens. Ils sont aussi des emplois où les jeunes essayent d'entrer dans une carrière, l'apprentissage, par exemple. Mais on doit travailler sur toute cette dimension. Les compétences des jeunes hommes, des jeunes filles, de toutes les personnes qui ont besoin d'entrer le monde du travail, la qualité d'emploi, le niveau de salaire et les moyens de faire l'apprentissage plus accessible à tous ces jeunes. Alors c'est une étude d'ailleurs sur l'avenir du travail en Europe montre que 94 millions de travailleurs européens devront se recycler d'ici 2030 en raison des progrès de l'automation, notamment ceux qui travaillent dans l'hébergement, la restauration, les arts, le commerce, les robots et l'intelligence artificielle sont en train de nous prendre nos emplois ? Non, je crois pas que dans plusieurs secteurs, tout type d'emploi, on va voir de plus en plus l'intelligence artificielle, la numérisation, l'automatisation comme une part des responsabilités de chaque jour. Et
Maintenant, on doit aider les travailleurs de pouvoir travailler avec cet assistant AI, par exemple. Et ça veut dire des compétences en mathématiques. Mais ce n'est pas simple parce qu'en Europe, en presque tous les pays, on a un problème avec les compétences minimales même en France, en mathématiques. On recule finalement dans les statistiques PISA sur les mathématiques. Le niveau est en train de baisser. Oui, et ça se passe depuis 10-15 années. Alors, comment on peut préparer les nouvelles générations pour l'automatisation, pour le numérique, si on a ce problème systémique avec le mathématique. Et sur ça, je travaille aussi. On a lancé l'Union des compétences, des solutions qu'on lance au niveau européen. Les mathématiques, essentiel pour la compétitivité de l'Europe. L'Europe va être indépendante stratégiquement dans l'automotive, dans tous les secteurs industriels, par exemple, l'IT, la cybersécurité. Mais pour tout ça, on a besoin des personnes, des talents, on a besoin des personnes qui ont des bonnes compétences mathématiques. Le 5 mai dernier, Bruxelles a lancé un appel pilote Choose Europe à l'occasion d'une grande conférence à Paris avec une enveloppe de 500 millions d'euros qui est destinée à attirer les talents du monde entier, en particulier les chercheurs américains, alors que l'administration Trump ampute les crédits, donc le nombre de chercheurs est de plus en plus intéressé à migrer peut-être outre-Atlantique. Roxana Minzatou, effectivement commissaire en charge de l'éducation, il était important pour vous de transmettre aux chercheurs, en particulier les chercheurs américains, que l'Union européenne est un asile de sciences? C'est un endroit, l'Europe est un endroit où on a la liberté nécessaire de rechercher, de penser, de créer. C'est ça que je veux dire et je crois que j'ai transmis ce message. Ce n'est pas un message seulement pour les Américains, c'est un message pour les Européens et tous les chercheurs et chercheuses qui veulent choisir Europe pour leur travail, qu'ils vont trouver ici un endroit où ils sont libres de faire leur métier, où ils vont avoir le soutien financier aussi, un marché, une union où on va permettre que la circulation de l'innovation, de l'information scientifique n'a pas de barrières. Parler des femmes dans la recherche, du climat, de choses qui sont des thèmes tabous. De la recherche, très important. Moi, j'ai mentionné ça aussi. On a présenté un plan d'action dans la Commission européenne sur l'éducation technologique, sur les sciences, la mathématique. Et dans ce plan, on a dit et on a fait cet engagement qu'on va avoir 1 million de filles et de femmes qui vont entrer dans l'éducation STEM, dans l'éducation scientifique jusqu'à 2028. C'est très important parce que les femmes sont vraiment des ressources qu'on n'utilise pas à leur maximum potentiel, leur intelligence, leur créativité. Bien sûr que vous avez mentionné le pilote Choose Europe. Ce pilote est dans le cadre d'un fellowship qui s'appelle Marie Sklodowska-Curie. Marie Curie, c'est une femme de science renommée. Alors, on va piloter sur le symbole d'une femme de science aussi. Est-ce que les chercheurs du monde entier vont trouver un havre de paix et d'investissement en Europe, alors que c'est une Europe qui a des déficits structurels de la dette, qui fait des coupes budgétaires et qui coupe beaucoup dans la recherche et l'enseignement supérieur? En France, ils ont été amputés par exemple d'1 milliard d'euros en 2025. Est-ce que ça n'est pas un peu contradictoire de dire cela alors qu'en fait, on est en train de couper un peu les budgets? Oui, mais c'est l'oxygène qu'on a besoin dans les économies européennes pour avoir de nouvelles ressources dans les budgets. La compétitivité de l'Europe, que tout le monde en parle, c'est une compétitivité qui a besoin des personnes, des travailleurs, travailleuses qui ont des compétences, qui sont bien éduqués, mais aussi de l'innovation, de nouveaux produits et services qui sont lancés, créés ici en Europe. Si l'Europe ne fait cet investissement dans la recherche, dans l'innovation maintenant, il est un peu tard, on doit reconnaître ça. La compétitivité et le relancement de notre continent, de notre économie, de nos industries ne va pas être possible. Alors cette situation budgétaire, c'est une situation auquel sont confrontés beaucoup de pays membres, des États membres, et je connais ça, non pas seulement pour la France, mais on doit choisir les instruments
pour permettre au gouvernement d'investir dans l'innovation, la recherche, pour être indépendant, stratégiquement autonome, comme on veut, mais pour être vraiment compétitif. Parce que si on pense que la compétitivité va baser seulement sur des ressources qui nous sont trop chères, ça c'est une erreur. On a besoin de ne pas être vulnérables, de ne pas être seulement les consommateurs des services, des produits d'innovation qui viennent d'autre part du monde. En tant que vice-présidente exécutive de la Commission européenne, vous êtes aussi en charge de l'anticipation ou de la préparation. J'ai envie de vous poser une question un peu large. Est-ce que l'Europe était bien préparée à ce qui lui arrive en 2025 ? Non, je crois que la réponse très courte est non. Et on voit ça avec toutes les catastrophes climatiques, tous les épisodes climatiques. Je ne donne pas des exemples très compliqués. Tout le monde a dit que la préparation, c'est pour la guerre. Mais non, c'est pour tous les événements qui demandent des mesures de survivre pour les familles, pour les individus. On a vu ce qui s'est passé en Espagne, en Portugal. On a vu tous ces événements. On se demande, est-ce qu'on peut se préparer mieux pour que les familles, les individus, les compagnies, les écoles ont les ressources, équipements nécessaires, ont les compétences, le ABC. Ils sont conscients de ce qu'ils doivent faire dans les premières heures pour aider, d'une certaine façon, les services publics qui vont intervenir s'il est besoin, mais qui sont probablement très occupés. Je crois qu'on a besoin d'investir dans l'information, l'éducation, les compétences pour la préparation de tous les individus, toutes les familles. D'ailleurs, l'Union européenne veut préparer en effet les habitants des 27 pays membres qui devraient avoir chez eux un fameux kit de survie. Vous parliez de kit de survie, un sac avec de l'eau, des allumettes, des barres vitaminées, etc. De quoi être autonome pendant 72 heures en cas de crise ou de conflit. Alors, ce kit de survie a généré pas mal d'anxiété, en particulier chez les Français, mais peut-être que d'autres peuples sont plus habitués d'ailleurs. C'est vrai, les réactions sont différentes dans différents pays, mais le kit, c'est seulement un exemple de la stratégie européenne sur la préparation. On va travailler ensemble avec chaque État membre, avec chaque pays, pour comprendre les spécificités de chaque pays, parce que pas tous les pays ont les mêmes défis. Ils sont des pays qui ont des problèmes climatiques, des pays qui sont plus exposés à d'autres types de risques. On doit trouver le kit qui est pas seulement ce kit avec des équipements, c'est les compétences, le savoir-faire, les réactions de tous les individus, de toutes les communautés en face des différents risques. Et le fait qu'ils sont capables de le mettre en place dans la première heure, dans le premier jour. C'est ça, le kit. Mais le kit va être probablement différent en chaque pays parce que chaque pays comprend mieux les risques que ce pays doit gérer. Alors, nous vivons dans un monde de crises multiples, vous l'avez dit. Et le conflit en Ukraine a sans doute changé nos perspectives. Quelles leçons vous tirez en matière de préparation de ce conflit en Ukraine, de cette guerre en fait? C'est même plus un conflit. Moi, j'étais en Kiev, j'ai parlé avec les personnes responsables là et les ministres. Et ils ont innové beaucoup dans les services sociaux. C'est impressionnant que dans cette situation tragique, dans cette situation des enfants, des adultes meurent, ils sont capables de créer de nouveaux services, des centres communautaires de résilience. Vous pouvez imaginer ça avec des différentes générations, des différentes personnes qui sont là, disponibles. Ils sont capables de s'aider à eux-mêmes. Mais aussi, ils sont une bonne leçon sur l'intégration dans le marché du travail, dans la société des vétérans, de ceux qui reviennent. Travailler pour les soldats qui sont partis. Travailler et utiliser leur endurance psychologique pour pouvoir les donner le meilleur rôle dans la société. La réalité avec la stratégie européenne de préparation, c'est que c'est clairement, et tout le monde, je crois, comprend ça, investir dans la préparation et pas dans la réaction à la crise. C'est moins cher, c'est plus efficient, ça sauve des vies. C'est simplement normal de faire la prévention. Et on doit faire cet exercice au niveau européen aussi parce que c'était évident dans plusieurs occasions qu'ensemble, on est plus fort, mais on doit
se connaître, on doit être capable d'avoir les mêmes types d'informations, des réactions. Vous insistez beaucoup sur les différences culturelles. Mais oui, et je dis ça parce que la stratégie européenne sur la préparation va être mise en débat entre le Parlement, le Conseil, où les États membres vont dire mais moi en Italie j'ai cet risque, moi en Roumanie j'ai d'autres risques. En Finlande, on a cette définition que la stratégie de préparation c'est multi-risques, tous les risques, mais aussi on dit on a besoin d'impliquer tous les citoyens, toutes les communautés, les compagnies, les autorités locales, publiques, toutes les institutions, les organisations doivent avoir un rôle dans la préparation parce que c'est beaucoup plus efficient d'avoir tout le monde clair sur ce qu'ils doivent faire, sur les ressources qu'ils doivent avoir disponibles. La première étape quand une crise a lieu, c'est préférable à la situation quand les personnes sont bloquées, paralysées, ne savent pas quoi faire. Il attend tout le monde que les services publics d'émergence sont limités. Est-ce qu'on était préparé aussi, l'Union européenne, à toutes sortes d'ingérences étrangères? C'est-à-dire, on voit bien que Moscou nous mène une guerre hybride. Dans votre pays, la Roumanie, par exemple, ça s'est traduit par une tentative d'influencer l'élection présidentielle, la précédente, celle qui a en cours, a été sans trop d'influence, mais par TikTok, un Chinois qui promouvait un des candidats qui était pro-russe. On a dû prendre des mesures assez drastiques en Roumanie, par exemple, votre pays. Je ne commence pas la situation d'un pays ou d'autre, mais la réalité est qu'on n'est pas préparé pour la désinformation. On a besoin d'éducation. On a lancé dans l'Union des compétences la 15e compétence de base, c'est la compétence qu'on appelle la citoyenneté. On veut travailler ensemble avec les écoles, les universités, les États membres, de comprendre le fake news, de comprendre ce qu'il est l'information véridique. Merci à vous, Madame la vice-présidente, d'avoir été en notre compagnie pour Ici l'Europe. Merci à vous d'avoir suivi cette interview avec Roxana Minzatou. Vous restez sur Radio France Internationale et sur France 24 où l'actualité continue.